Bonjour Manon Aubry, vous êtes en direct du Parlement européen à Bruxelles. Manon Aubry, eurodéputée La France Insoumise, et avec nous pour cette demi-heure en compagnie de Fabien Escalona du pôle politique de Mediapart. Bonjour Fabien. Bonjour à tous les deux. Manon Aubry, pour celles et ceux qui nous regardent et ne vous connaîtraient pas, quelques éléments de CV. Vous avez 30 ans, vous êtes née en 1989 dans le Var à Fréjus, militante dès 2005 contre le CPE, impliquée dans l'activisme étudiant ces années-là, puis au sein d'ONG comme Médecins du Monde et surtout Oxfam, où vous avez travaillé sur les questions notamment d'évasion fiscale et les inégalités. Vous étiez tête de liste à France Insoumise aux européennes en 2019, vous avez été élu, et depuis vous co-présidez le groupe de la GUE, la gauche unitaire européenne au Parlement européen, et vous êtes aussi la plus jeune présidente de groupe de l'histoire du Parlement européen, ça se signe. Alors Manon Aubry, pendant ce coronavirus, vous avez visiblement commis une très grosse faute. Je ne sais pas si vous êtes au courant, enfin si vous êtes au courant, vous allez oser participer à un meeting politique 100% féminin, des femmes syndicalistes, élues, activistes, faisant entendre leur voix en ces temps de pandémie. Le meeting était co-organisé par nos amis de la rédaction de Regard, il s'appelait Corona Viril, et c'était l'occasion de rappeler que les premiers de corvée dans cette crise sont souvent des premières de corvée. On regarde. Effectivement, on a dit que dans cette crise, les femmes, elles font comme d'habitude. C'est-à-dire qu'elles sont en première ligne, à la fois en tant que soignantes, en tant que caissières, etc. Ça a été parfaitement dit. Elles font aussi au gouvernement. Et ça, on l'oublie trop souvent. Claire l'a parfaitement expliqué. Si des femmes avaient agi en France comme le gouvernement est en train d'agir aujourd'hui, elles auraient été raillées et méprisées. Sauf qu'on oublie de dire que celles aujourd'hui qui gèrent le mieux la crise, ce ne sont pas des chefs, ce sont des chefs de ZFE. C'est-à-dire que c'est les gouvernements en Finlande, en Danemark, en Nouvelle-Zélande, en Allemagne, à Taïwan. Ce sont à chaque fois des femmes qui gèrent le mieux cette crise avec une certaine humilité, avec un certain pragmatisme. Bref, elles font parce qu'on a été, dans notre très grande majorité, élevés comme ça pour faire et être humble et être utile. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on fait, on ne pense pas. Au contraire, on le fait peut-être même plus vite à la rigueur que d'autres. Et ça ne veut pas dire non plus qu'on n'a pas pensé avant le monde d'après. Alors, l'élu qui parle dans cet extrait, c'est Aurore Lalucq, une de vos collègues du Parlement européen. Et si j'ai dit précédemment que vous avez commis une grosse faute, c'est que ce meeting 100% féminin a visiblement agacé certains dirigeants de partis français, comme l'a rapporté le site Huffington Post. On va voir cet article qui s'affiche. Et dans cet article, il y a notamment cette phrase « On s'en est pris plein la gueule », dit une des participantes. Alors rappelons que tous les chefs des grands partis en France, à l'exception du Rassemblement national d'extrême droite, sont des hommes. Manon Aubry, est-ce que vous avez eu des remarques pour avoir osé participer à ce meeting 100% féminin au sein de la France Insoumise ou en dehors? J'en ai eu malheureusement, comme toutes mes collègues, et je crois que ça en dit long sur la séquence politique qu'on vient de vivre, qui, on le dit souvent, le coronavirus a exacerbé un certain nombre de crises. Et parmi cette crise, il y en a une que ça a exacerbé, c'est la crise viriliste. On l'a vu à plusieurs niveaux. D'abord, et c'était le message principal quand même de ce meeting, c'était de mettre en avant, vous l'avez dit, les premières de corvée. Premières parce que ce sont souvent des femmes, ces couturières professionnelles qui bénévolement ont produit des masques, ces travailleuses du soin qui sont tous les jours au front, si on veut utiliser les mots d'Emmanuel Macron, et qui sont sous-payées, sous-valorisées. Et enfin, des femmes politiques qui sont aussi invisibilisées à un moment où je pense plus que jamais, il y a une faillite de la vision masculine du pouvoir brutal, exercé seul, où on a un chef de guerre qui vient passer en revue ses troupes, comme on a vu d'ailleurs Emmanuel Macron le faire. Et je crois que ce n'est pas sans rapport avec aussi une tradition guerrière, finalement, dans l'exercice du pouvoir, qui est très liée, à mon sens, à nos institutions républicaines, à la Ve République, et qui fait qu'à la fin, on a un homme qui exerce seul le pouvoir et qu'on a des métiers féminisés parce que essentiellement exercés par des femmes sous-valorisées, sous-payées. Et derrière, c'est aussi une société qu'on dessine où la société du soin ou de l'attention de l'autre, y compris dans nos mouvements politiques de gauche, ne font pas toujours partie des priorités. Et c'est aussi ça qu'on a voulu dire avec ce meeting. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit que vous faisiez du séparatisme féministe. Quelles ont été les critiques que vous avez pu entendre?
Certains ne comprenaient pas à la fois les revendications politiques qu'on a voulu mettre en avant. Vous savez, ce meeting, c'était pas un meeting contre les hommes. C'était un meeting pour parler, pour porter une parole politique forte, pour aussi créer des espaces de discussion entre femmes qui sont engagées. Vous ne l'avez pas mentionné, mais dans ce meeting, on a invité des caissières. Moi, par exemple, j'étais en binôme avec une caissière. On a invité des enseignantes. On a invité des femmes qui sont sur le devant de la scène. Il y avait aussi des aides-soignantes et des soignantes plus généralement. Et donc, ces femmes qui ont façonné la société depuis des années de manière invisible. Et puis, tout d'un coup, c'est comme si le pays s'était réveillé en se disant, bah, tiens, notre société, en fait, tient sur ces femmes, cette bande de meufs, comme dirait d'ailleurs Taubira, qui, au quotidien, en particulier dans cette période de crise, a fait tourner la France. Et je crois qu'on ne gagnera pas politiquement, et notre camp politique ne gagnera pas si on ne comprend pas cette dimension féministe de la période, à la fois dans le porte-parole, mais aussi la manière d'exercer le pouvoir et les thèmes prioritaires que l'on met à l'agenda. Je prends souvent l'exemple de mes collègues de Podemos en Espagne, où, mine de rien, en quelques années, ils ont quand même réussi à mettre dans les priorités politiques la lutte contre les violences faites aux femmes avec des moyens historiques débloqués et plus généralement une société du soin que je mentionnais tout à l'heure, qui je trouve est plus avancée que chez nous. Podemos, la gauche radicale espagnole. Alors actuellement, vous êtes en pleine session plénière à Bruxelles. En fait, c'est un peu la rentrée au Parlement européen après le coronavirus. J'imagine dans des conditions sanitaires spéciales. Si vous pouvez nous en dire un tout petit mot, c'est toujours intéressant de savoir si c'est comment les règles sanitaires s'appliquent dans un endroit comme le Parlement européen. Mais un des grands sujets de cette rentrée, c'est le Green Deal. Hein, c'était la promesse, la grande promesse de la nouvelle Commission européenne, un plan de verdissement des économies européennes lancé avant la crise sanitaire, dont nous avions d'ailleurs sur Mediapart rappelé les limites dans un article d'Amélie Poinçonnet en novembre. Et vous aviez dit vous-même sur Mediapart que c'était un Green Deal marketing qui affiche des objectifs ambitieux, mais refuse de se donner les moyens de les atteindre. Avec la crise du Covid, certains à Bruxelles se démènent aujourd'hui visiblement pour le mettre en pièces, y compris cette petite vision du Green Deal au prétexte de ne pas entraver la relance de l'économie. Est-ce que le Green Deal tant annoncé par la Commission européenne aujourd'hui est menacé ? Oui, il est menacé. Il faut d'abord comprendre ce dont on parle parce que je maintiens ma position sur le fait que ce soit marketing parce que finalement, ils ont emprunté à la gauche, y compris la gauche radicale aux États-Unis, Alexandria Ocasio-Cortez qui parle de Green New Deal, donc de ce nouveau pacte vert qui doit être social et écologique. Et derrière ce package, en fait, ils nous ont ressorti leurs vieilles recettes sans remettre en question les dogmes sur lesquels s'est construite l'Union européenne, à savoir l'austérité budgétaire, le libre-échange, la concurrence du tous contre tous, qui aujourd'hui encore, malgré d'ailleurs le coronavirus, font partie des fondements de l'Union européenne et qui faisaient partie du Green New Deal. Et finalement, en fait, on s'est retrouvés et on se retrouve au niveau européen beaucoup à débattre sur des grandes valeurs et des grands principes ou même des objectifs dans 50 ans et des plans qui ne sont pas vraiment contraignants. Et au final, on ne discute jamais des véritables moyens à mettre en œuvre et des politiques concrètes. Et pour vous donner des exemples concrets, moi, j'étais rapporteure pour notre groupe sur la résolution du Parlement européen sur le Green New Deal. Donc, c'était formidable dès qu'on a passé sur les déclarations un peu de les grands principes. Tout le monde était d'accord, oui, les énergies renouvelables, c'est formidable, etc. Et dès qu'on arrivait dans du concret, c'est-à-dire des objectifs contraignants en matière d'énergie renouvelable, matière de production, dès qu'on a commencé à parler de politique agricole commune, d'énergie fossile, et même, et c'est le plus gros point d'achoppement à mon sens sur le Green New Deal, c'est considérer que c'est juste de l'écologie et que ce n'est pas une écologie transformatrice de notre société, et qui transforme aussi notre économie. Et dès qu'on est arrivé à parler des moyens à mettre en œuvre et de sortir, par exemple, du pacte de stabilité et de croissance en Europe qui impose l'austérité, donc qui contraint les budgets nationaux, dès qu'on a parlé de sortir des accords de libre-échange qui continuent à tour de bras, malgré le coronavirus, ils nous parlent relocalisation, mais ils continuent à signer la semaine dernière encore un accord de libre-échange avec le Mexique. Et en fait, ils le disent d'ailleurs dès l'introduction de cette résolution, pour eux, le Green Deal, c'est une stratégie de croissance. Et moi, je pense qu'il faut sortir de cette logique-là. Et c'est comme ça qu'on est arrivé derrière ce package à ne rien changer. Il y a des signes qui ne trompent pas. Ici, les lobbies sont super actifs, c'est un secret pour personne. Et ils veulent construire ce Green Deal avec
ceux qui nous ont amenés droit dans le mur écologique. Et je vous l'avais traité aussi à Mediapart, mais un symbole de ça, par exemple, c'est BlackRock, on en a beaucoup parlé de BlackRock en France Fonds de ces derniers mois, pension mais américain. le fonds de pension américain, en effet, qui a été choisi par la Commission européenne comme conseiller à l'écologie sur la finance durable. Et pour rappeler, BlackRock, il possède quand même plus de 80 milliards de dollars d'actifs dans les énergies fossiles. Ils ont voté contre, de mémoire, c'est plus de 80% des résolutions sur le climat dans les assemblées générales des entreprises dans lesquelles ils siègent. Bref, en fait, c'est se foutre de nous. Et je veux dire, on est en train de vivre une des pires crises de notre histoire, qui est le coronavirus, qui est une sorte de répétition générale du chaos climatique qu'on va avoir. Et les mecs, ils ferment les yeux, ils se disent, surtout, notre modèle, il est formidable, il faut le conserver et il faut aller dans la même direction. Et c'est incroyable. Enfin, avant l'émission, je vous montrais mon bureau, je vous disais à quel point c'était aseptisé pour rigoler. Mais en même temps, je pense qu'ici, on est tellement dans un monde aseptisé, clos et coupé de la réalité. Et malheureusement, il continue à l'illustrer malgré le sérieux de la crise qu'on est en train de vivre. Fabien Escalona va revenir avec vous d'ailleurs sur tous ces points, sur les politiques qui sont en train d'être définies aujourd'hui à Bruxelles. Mais juste un mot, justement, vous l'avez mentionné, aux États-Unis, le Green New Deal est prôné par la gauche américaine. Il est beaucoup plus audacieux que, y compris le projet initial de la Commission européenne. Il s'agit d'un plan de relance global, combattant les inégalités sociales, y compris raciales aussi, instaurant la justice climatique par des investissements publics massifs. Et celle qu'il a portée, c'est Alexandria Ocasio-Cortez, vous l'avez dit, élue de New York. Manon Aubry, Alexandria Ocasio-Cortez, elle est née 2 mois avant vous, en octobre 1989, donc il y a un élément générationnel là-dedans. Et voilà ce qu'elle en dit. In the depths of darkness, in the depths of despair, which what we last saw, when we think about where we were when the New Deal was established, we were a nation in depression, in Great Depression. We were a nation on the brink of war. We saw the rise of fascism creeping across in Europe. And no one would thought that a nation so poor, so scarce, and so in such dire straits as we were in that time could pursue such a bold economic agenda. But we chose to do it anyway. We had the courage to do it anyway. And that is what this moment demands of us right now. That's what we have to do. This is going to be the great society, the moonshot, the civil rights movement of our generation. That is the scale. That is the scale of the ambition. Manon Aubry, ce sera le combat de notre génération. Pas sur la Lune, disait Ocasio-Cortez à propos du Green New Deal, phrase prononcée en décembre 2018, donc bien avant cette crise sanitaire. Qu'est-ce qui vous inspire cette vidéo ? Elle m'inspire que c'est le sens de l'histoire, et l'histoire est en train de se répéter. On vit une des pires crises de notre histoire moderne, en tout cas de nos jeunes vies, Alexandria Ocasio-Cortez et moi, et on est à un tournant. Soit nos États choisissent une pente autoritaire, comme certains le choisissent, et de reproduire notre modèle économique qui nous a amené droit dans le mur, c'est-à-dire un modèle productiviste, un modèle du libre-échange, de la croissance à tout prix, et finalement du chacun pour soi, qui est la concurrence libre et non faussée. Soit on se dit, attendez, là, on allait droit dans le mur, il n'est jamais trop tard pour changer d'avis. Et moi, je ne désespère pas qu'on peut convaincre un maximum de personnes. Et là, on opère un changement radical de société, mais ça veut dire sur tous les pans de la société. Ça veut dire d'un point de vue économique, d'abord, qu'il faut s'en donner les moyens. Et d'ailleurs, aujourd'hui même, on signe une tribune avec Alexandria Ocasio-Cortez, d'ailleurs, avec Bernie Sanders, avec Jean-Luc Mélenchon notamment, mais on est plein d'activistes, je dirais, parce que je ne me considère pas vraiment comme des politiques, mais des activistes au niveau international, à demander une annulation des dettes, notamment pour pouvoir financer la relance, cette relance qui doit être écologique. Et la pire erreur serait de croire que on peut recommencer, on a fait un reboot, quoi, et on recommence notre modèle comme avant, y compris avec les mêmes erreurs, et finalement, on a une opportunité assez incroyable de changer notre modèle de société, mais pour ça, ça entraîne, et ça doit entraîner des ruptures assez claires, et malheureusement, les signes donnés par les différents pouvoirs en place, et je pense notamment du point de vue européen, sont pas forcément encourageants, mais je crois que c'est pas trop tard. Et ça va au-delà du modèle économique, ça va aussi avec cette société du soin, de l'attention dont je vous parlais tout à l'heure, de se battre aussi pour des choses qui sont pas forcément, qui n'ont pas forcément un produit physique, c'est aussi une démarche philosophique quelque part,
d'investir du temps et de l'argent, y compris du débat politique, pour quelque chose qui ne rapportera rien d'autre que de la dignité, de la cohésion. Et ça va aussi pour le respect de l'environnement. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je dis, mais c'est un rapport en fait à la vie qui, pour moi, doit être changé avec cette crise. Fabien Alors, Escalona. Manon Aubry, vous le disiez, il y a des signaux qui ne sont pas très encourageants du côté européen. Je voudrais qu'on s'arrête une seconde sur la figure de Phil Hogan, parce que là, c'est l'incarnation de la première voie que vous avez décrite, la fuite en avant dans le modèle actuel. C'est le commissaire. Et lui, il était tout fier, là, dans la presse internationale, d'annoncer qu'un nouvel accord de libre-échange avait été conclu entre l'Union européenne et le Mexique. Alors, il faut encore qu'il soit ratifié. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui, il défend vraiment l'idée qu'il faut aller encore plus loin, que les gisements de croissance sont en dehors de l'Europe, et donc c'est pour ça qu'il faut s'arrimer à ces nouveaux pôles de croissance. Alors on pourrait s'en amuser en disant, tiens, voilà, en voilà qui a le sens du timing, qui n'a rien compris, sauf qu'on parle là de l'exécutif européen. Et on sait à quel point la Commission est centrale dans le jeu européen. Est-ce qu'avec cette équipe-là, le fameux deal dont on parlait peut être autre chose qu'une mascarade? Est-ce qu'on est voué à attendre des années pour changer cette tête-là? J'aimerais vous dire qu'on va aller changer du jour au lendemain, mais c'est clair que moi, je ne crois pas. Ce n'est pas avec eux qu'on pourra opérer ce changement de modèle de société. Et vous le disiez très bien, c'est à quel point ils sont dans un fanatisme aveugle quand c'est tout notre modèle industriel et notre souveraineté industrielle qui est en échec complet. Face à cette crise, on a été incapable, mais toute l'Europe, je veux dire, il n'y en avait pas un pour sauver l'autre, à tel point qu'on s'est même volé entre nous, États européens, des masques et des respirateurs, par exemple. La France a réquisitionné des masques destinés à l'Espagne et l'Italie, parce que les uns autant que les autres, on était incapables de produire sur notre sol européen ce dont on avait besoin. Et quand on défend la souveraineté industrielle, c'est pas par nationalisme, par volonté de fermer les frontières à tout prix, c'est parce que quand on fait faire 3 fois le tour à nos marchandises de la planète avant qu'elles arrivent dans notre supermarché, là où on va faire nos courses, forcément, ça a un impact écologique. Forcément, ça nous fait être dépendants d'acteurs extérieurs. Et on a vu la loi du plus fort sur le tarmac en Chine, quand il fallait se battre pour obtenir des masques, c'est les États-Unis qui gagnaient, parce qu'eux, ils faisaient des commandes plus importantes. Et ces gens-là sont fous, en fait. Sont fous et je ne vois pas comment, au sortir de cette crise, ils peuvent se dire c'est encore plus de libre-échange qu'il faut. Et pourtant, ils ont osé. Ils ont osé. Et c'est pour ça que si on n'opère pas un changement radical politiquement de ces gens-là en leur disant vous nous avez échoué, maintenant c'est dehors, et on reprend en main notre destin au sens noble de souveraineté, parce que parfois ce mot a eu un mauvais sens, mais au sens noble de la souveraineté, alors en fait, on n'arrivera pas. Et à la fin, c'est la planète et c'est les plus vulnérables qui vont en payer le prix, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'est pas égaux aussi face au changement climatique. Ouais, je rebondis sur ce que vous dites, puisqu'on entend parler de souveraineté industrielle. J'imagine que vous évoquez aussi l'idée de souveraineté populaire. Après tout, c'est comme ça aussi qu'on peut changer les responsables qui mettent en œuvre les politiques dont on parle. Il y a un obstacle supplémentaire au niveau européen, vous êtes bien placé pour le constater, c'est ce qu'on appelle les institutions indépendantes, celles qui sont supra-électorales et qui sont supranationales. Et je voulais revenir avec vous sur un épisode dont on a parlé dans cette émission, dont Mediapart continue à parler via Ludovic Lamant, notamment, c'est ce combat qui se joue entre la Cour constitutionnelle allemande et la Banque centrale européenne, les juges allemands considérant que la Banque centrale est sans doute allée trop loin, en tout cas qu'elle n'a pas été assez contrôlée par la Cour de justice européenne, qui est elle-même une institution indépendante que personne ne contrôle. Comment vous, en tant que parlementaire, vous vivez cette bataille-là, qui en fait se joue sur des choses énormes, parce qu'on parle de la capacité des États à s'endetter, on parle de la survie de la zone euro, mais qui se joue sans les citoyens, ça c'est sûr, mais sans même leurs représentants, sans même vous. C'est clair. Et pour moi, là, on touche au cœur du problème, et je pèse mes mots, du futur de l'Union européenne. Et a fortiori du futur de la zone euro, parce que ce qui est en train de se jouer, c'est quel rôle a à apporter et quel rôle doit jouer la politique monétaire européenne. Et le gros du problème, c'est que nous autres citoyens, nous autres politiques,
ou eux, parce que moi, je ne me sens pas vraiment responsable de ça, parce que j'ai été opposée, on a abandonné notre capacité à influencer la politique monétaire en tant que telle, à des technocrates, en fait. Et dans politique monétaire, il y a le mot politique. Et aujourd'hui, si on ne récupère pas cette capacité à utiliser la monnaie pour être concrète pour les gens, c'est à créer de la monnaie pour effacer les dettes. Aujourd'hui, on commence à faire peur à tout le monde. La France va atteindre 115% de dette par rapport à son PIB. Et on se dit, ah mince, surtout, il va falloir faire des sacrifices. On entend la petite musique de la droite, des syndicats patronaux qui nous disent, surtout, il va falloir rembourser cette dette. Sauf que, en fait, c'est une fausse épée de Damoclès et qu'il faut sortir de ce chantage. Et pour ça, il faut annuler les dettes. Et oui, c'est possible, même y compris dans le cadre très restreint des traités européens, puisque la Banque centrale européenne, par exemple, détient 20% de la dette de la France, et donc elle pourrait le transformer en dette perpétuelle, c'est-à-dire qu'au lieu d'être un horizon de 10 ans, c'est un horizon 100 ans, et que dans le 100 ans, on le rembourse par un autre prêt, donc concrètement, on ne le rembourse pas. Ça, c'est un premier pas. Mais le deuxième pas, et pour finir de répondre à votre question, ce que dit cette décision de la Cour constitutionnelle allemande, c'est que maintenant, il faut arrêter de se faire marcher sur les pieds par les banques centrales et qu'on assume, nous, politiques, de remettre la politique monétaire au service du plus grand nombre, au service des citoyens, y compris de faire de la création monétaire pour répondre à la crise à l'heure actuelle, mais pour demain reconstruire une société plus résiliente et notamment faire face aux défis écologiques dont on parlait avant. Ça devrait être un élément majeur du Green Deal ou du Green New Deal. Malheureusement, c'est quelque chose qui est presque tabou en fait au niveau européen et dont on ne débat même pas ici au Parlement européen, alors qu'à mon sens, c'est une des questions majeures à trancher dans les prochaines années. Ouais, et vraiment pas facile à faire au niveau européen. Une dernière petite question sur l'Europe avant qu'on parle un peu quand même politique française. Mais ça me semble important parce que dans cette émission, on a parlé de ces grandes questions autour de l'euro, des banques centrales, de comment on politise la politique monétaire. Mais on a aussi reçu des économistes qui nous parlaient de fiscalité, de nouvelles fiscalités progressives à mettre en œuvre pour mettre à contribution les entreprises et les citoyens les plus riches. Vous me disiez quand on préparait cette émission, moi j'essaye de réunir un peu ces deux clans-là, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui se préoccupent surtout des grandes masses monétaires et puis ceux qui se préoccupent surtout de l'impôt en disant la BCE, on n'y peut pas grand-chose et puis c'est un peu dangereux de confier notre destin juste à la Banque centrale européenne. Alors vous essayez de faire le pont entre ces deux types de propositions qu'on voit se dessiner? Oui, j'essaie de faire une synthèse tant bien que mal, parce que après, c'est normal, dans une crise, on a souvent tendance à ressortir ces solutions et à dire, regardez, la crise nous donne raison. Et les économistes qui défendent une redistribution des richesses via l'impôt et les économistes qui défendent la création monétaire, en vrai, je pense qu'ils ont tous les deux raison. Et je pense que pour avoir une réponse à la hauteur de la crise, il faut marcher sur nos deux jambes. D'un côté, il faut annuler la dette, notamment ce qu'on appellerait la dette Covid, qui correspond aux dépenses exceptionnelles faites pendant cette crise et qui est de la mauvaise dette, entre guillemets. Ce n'est pas de la dette qui produit des investissements futurs sur lesquels va y avoir des rentrées d'argent, c'est vraiment pour sauver l'économie. Et ça, il faut l'annuler. Mais derrière, ça doit s'accompagner d'une politique fiscale de redistribution des richesses, de taxation des hauts patrimoines, de taxation aussi des profiteurs de la crise, entre guillemets. Là, il y a eu les premiers chiffres, le secteur des supermarchés, c'est plus de 35% de bénéfices pendant la crise. Alors, à côté de toutes les petites PME, dont beaucoup, malheureusement, vont être en faillite, etc., il y a des grandes entreprises qui se sont enrichies. Et comme on a taxé les profiteurs de guerre pendant la Première Guerre mondiale, c'était le cas de Citroën, là, on devrait faire la même chose, surtout si le gouvernement considère qu'on est en guerre. Et au lieu de prendre une politique pour annuler l'autre, c'est d'ailleurs Gabriel Zucman qui disait ça, l'économiste qui est aux États-Unis. Exactement. Il disait il faut une politique fiscale ambitieuse qui va au-delà d'ailleurs de l'ISF. Donc, il propose un barème qui est très intéressant d'ailleurs d'un point de vue de la taxation des hauts patrimoines. Et il dit pour rembourser la dette. Moi, j'irais plus loin que sa proposition en disant en fait, l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Il faut annuler la dette
et remettre en place une société qui permet la redistribution des richesses et le financement de nos services publics à travers une politique fiscale plus juste et qui va même au-delà. Vous savez, parfois à gauche, par facilité, on dit rétablir l'ISF, rétablir l'ISF. Évidemment qu'il faut rétablir l'ISF, mais je pense qu'il faut un système fiscal beaucoup plus juste sur lequel on est aussi en train de réfléchir, en remettant sur le devant de la scène, par exemple, la taxation de l'héritage, qui est aussi une question d'ailleurs femmes-hommes, parce que les femmes méritent beaucoup moins que les hommes pour rétablir l'égalité des chances, et repenser notre système fiscal dans son intégralité en lien avec la politique monétaire. Et donc, j'essaie de discuter avec beaucoup d'économistes ces dernières semaines pour essayer de les faire dialoguer entre eux et de porter une proposition conjointe qui allie à la fois la politique monétaire et la politique fiscale au niveau français et européen. D'accord. Alors, parlons un peu des gauches françaises. Je le disais, d'autant plus qu'on a passé un article hier soir sur Mediapart qui était consacré à Mélenchon, qui s'y exprime dedans avec cette citation que j'ai relevée. Jean-Luc Mélenchon dit « Ce qui se joue aujourd'hui et qui trouvera son écho dans la campagne présidentielle à venir, c'est l'hégémonie culturelle qui existera dans la saison du vote, le rapport de force sociale et l'épreuve des caractères face donc aux épreuves. » Alors pour faire ce rapport de force dont il parle, beaucoup parlent aujourd'hui des convergences qui sont en train de se nouer à gauche. Vous, comment vous voyez les choses? Est-ce que vos collaborations au Parlement européen vous rendent un peu optimiste sur ces convergences possibles et surtout, quels obstacles concrets vous voyez encore à ces fameuses convergences qui iraient des insoumis aux écolos en passant par diverses formes de gauche? Je pense qu'on ne peut pas parler du futur sans parler de ce qui s'est passé ces 3 dernières années. Parce que je crois qu'on abordera 2022 de manière différente de 2017. Et qu'il y a 3 mouvements qui ont structuré, je pense, notre société ces dernières années, que sont les Gilets jaunes, en mettant sur le devant de la scène la redistribution des richesses et la question démocratique, mais aussi une forme de défiance vis-à-vis du monde politique, il faut le dire. Ensuite, il y a le mouvement climatique porté par les jeunes qui se politisent à travers la question climatique, une forme de radicalité aussi en la matière. Et il y a aussi tout le mouvement MeToo qui a apporté et qui va à mon sens au-delà des questions de violence faites aux femmes, qui revient à tout ce qu'on disait aussi tout à l'heure sur la valorisation des métiers féminins, etc. Et si vous rajoutez à tout ça la mobilisation des soignants qu'il y a eu, les mobilisations sur les retraites qui ont aussi fédéré bien au-delà des organisations syndicales avec un large soutien populaire, c'est ça, à mon sens, qui a façonné la période et sur lequel on doit construire dans la perspective de 2022 et qui fait aussi que je pense qu'on ne peut plus avoir une séquence où on a un homme seul qui va sauver le monde et qu'il faut assumer une espèce de dimension collective de l'exercice du pouvoir, y compris en lien avec ce qu'on propose d'ailleurs sur la 6e République. C'est une forme de mise en pratique de ce qu'on peut raconter. Et qui va nous permettre aussi d'être plus crédibles, à mon sens, dans l'offre qu'on pourra avoir pour 2022. Après, de manière concrète, oui, ici, on dialogue avec nos homologues et nos collègues des autres groupes. Vous aviez cité et émis Aurore Lalucq qui participait au meeting au début. Je travaille beaucoup avec Aurore Lalucq sur les questions économiques. Je travaille beaucoup aussi avec Raphaël Glucksmann sur les questions de souveraineté. On voit qu'il a évolué aussi dans son discours sur les questions de souveraineté, y compris industrielle. Les écolos, on travaille énormément avec eux, David Cormand, Marie Toussaint, je travaille aussi beaucoup avec eux au quotidien. Et je pense qu'on peut créer une forme de compréhension collective qui ne doit pas mettre de côté les divergences qu'on a, mais au contraire qui nous permettent de les traverser une à une. Parce qu'on peut avoir des déclarations de bonnes intentions, et il y en a plein en ce moment qui sont publiées, mais si on ne parle pas des choses sur lesquelles on n'est potentiellement pas d'accord, alors on n'avance pas, si vous voulez. Et ça, c'est d'un point de vue politique, mais d'un point de vue social, il continue à se passer des choses. Il y a les 18 organisations qui sont réunies dans plus jamais ça.
avec des combats communs aussi parmi les intellectuels, avec beaucoup d'une manière ou d'une autre. J'en ai cité quelques-uns parmi les économistes, Gabriel Zucman, Thomas Piketty, Isabelle Coupé-Soubeyran, tous les copains d'Attaque, Aurélie Prouvé, etc. Et donc, il y a plusieurs sphères qui gravitent. Et je pense qu'il faut d'abord faire dialoguer ces sphères entre elles en termes de contenu politique. Et juste une petite question, et ce sera la dernière. Jean-Luc Mélenchon est-il pour vous le candidat naturel de cette hégémonie culturelle nécessaire et urgente, comme vous le dites, vu la période en 2022? Je dis ça parce que dans l'article, y compris des proches de Jean-Luc Mélenchon disent qu'il se prépare pour 2022, comme si nous étions dans un cycle politique habituel, d'une certaine façon, un peu en différence par rapport à ce que vous dites. Je vous l'ai dit, je pense que 2022 sera différent de 2017, quoi qu'il arrive. Ceci dit, Jean-Luc Mélenchon reste pour moi, à ce stade, le meilleur candidat si il peut être capable de rassembler, de construire un centre de gravité, une dynamique capable de fédérer, coaguler, rassembler, je ne sais pas, vous utilisez les mots que vous voulez, mais justement avec ces dynamiques dont je parlais tout à l'heure, y compris en renouvelant son cadre de pensée sur la base des 3 mouvements que j'ai décrits tout à l'heure, pour finalement proposer une offre qui soit adaptée à notre temps pour 2022. Et bon, j'essaierai d'apporter ma pierre à l'édifice pour avancer dans cette direction. On en verra les résultats dans les prochains mois. Merci beaucoup, Manon Aubry. On a dépassé la demi-heure, donc merci. On va arrêter là. Eurodéputée, la France Insoumise, actuellement en session plénière à Bruxelles. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, à bientôt. Merci Fabien Escalona. Nous écoutons désormais Juliette, la chanteuse du groupe lyonnais NASCAR. Leur nouveau EP, Away, est sorti en novembre 2019. Et Juliette, elle nous a envoyé une chanson folk, toute simple, enregistrée dans un jardin pendant ce confinement. Ça s'appelle Running. On regarde.